Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Qu'est-ce que la bipolarité? Comment on la soigne ou, à tout le moins, comment on la contrôle? Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales la docteure Ferrugia Ferra, psychiatre. Docteur Ferra, bonsoir. Bonsoir. Je tiens à vous remercier beaucoup, Dr Ferra, d'avoir accepté cette invitation-là, d'avoir pris pratiquement plus qu'une heure de votre précieux temps, parce que je sais comment vous êtes très occupé, et d'avoir pris du temps de vous présenter en studio pour faire une émission sur la bipolarité. Je vous en remercie beaucoup. Et avec Ça m'a fait vraiment plaisir. Et avec cette émission-là, si on peut juste renseigner beaucoup plus les gens, parce qu'on parle beaucoup de bipolarité aujourd'hui. On en parle beaucoup, puis pas souvent à bon escient aussi. C'est comme devenu un petit peu comme le trouble du siècle. Comme avant, dans les années 1800, c'était l'hystérie, puis là, c'est vraiment borderline et bipolarité. C'est les deux choses qui reviennent vraiment dans le langage populaire. Dans le langage populaire. Mais dans la classification des maladies mentales, c'est pas du tout ce qu'on appelle, actuellement, de temps en temps, on entend « Ah, t'es bipolaire » ou « t'es borderline », des choses comme ça, là, mais ça veut plus dire autre chose que vraiment la maladie en elle-même. Exactement. Parce que la bipolarité dans la psychiatrie, c'est vraiment un trouble de l'humeur. C'est un trouble du mécanisme qui régit l'humeur. Parce que j'ai lu beaucoup sur ça pour pouvoir bien me renseigner. Il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment le mot humeur revient c'est vraiment la maladie de l'humeur. Exactement. Ouais. Fait qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais oui, on parle beaucoup du mot humeur. Si on peut définir la maladie, c'est ça. C'est vraiment les mécanismes qui régissent l'humeur qui sont... des hauts, des bas. C'est ça. Au lieu de maintenir, en principe, on devrait avoir une certaine stabilité. Oui. C'est pas une ligne droite, évidemment. Là, il y a des hauts et des bas dans la vie de tous les jours. Mais là, on parle vraiment d'une dysrégulation vraiment des mécanismes qui régissent l'humeur. Exactement. Docteur Ferra, sans entrer dans les détails, dites-nous ce qu'est le trouble bipolaire. C'est quoi exactement? Le trouble bipolaire, on vient de dire que c'est une dysrégulation au niveau de l'humeur. C'est une maladie qui est chronique et c'est une maladie qui est récurrente. C'est-à-dire que c'est des phases. Il y a communément ce qu'on appelle le up et le down. Donc, c'est des phases vraiment bien délimitées dans le temps. Ce n'est pas quelques jours ou quelques heures dans une journée. C'est vraiment, c'est bien délimité dans le temps. C'est une phase de dépression. Alors, une phase de dépression, tout le monde sait ce que c'est que la dépression. C'est comme on a une humeur triste, on n'a pas envie de faire quelque chose, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'intérêt, on ne veut plus rien faire. À la limite, c'est tellement plate qu'on a envie de partir, il n'y a plus de plaisir, donc tout est au contraire. Là, on se sent de trop. Tout est difficile, tout est pénible, on se sent impuissant à faire des choses. Donc, dans des conditions comme ça... donc on n'est plus à rien. Non. On n'est plus bon à rien. On est bon à rien. Et non seulement on est bon à rien, on souffre aussi parce qu'on se rend compte quelque part là que... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que la dépression, c'est quand il y a, comment dirais-je, au niveau de l'appréciation qu'on fait de sa vie ou de soi-même, il y a comme un manque à ce niveau-là. Là. C'est souvent parce que quelqu'un peut dire qu'il est déprimé, au-delà du senti en lui-même de dépression, mais au niveau de la satisfaction de la vie, quelqu'un pourrait mener une vie tout à fait satisfaisante pour lui, puis normale, alors pour quelqu'un d'autre, là, ça ne l'est pas du tout. Puis il sent qu'il fonctionne en deçà de ses capacités habituelles. Donc ça, c'est la phase, il y a des phases de dépression, mais c'est vraiment des phases de dépression assez profondes, là, comme ça, à la limite, là, que c'est vraiment, on ne fonctionne plus, là. On ne fonctionne plus. Puis, l'humeur peut revenir à la normale pendant un bout de temps, plus ou moins long, ça dépend des gens. Puis, après ça, il peut y avoir vraiment une phase, ce qu'on appelle maniaque, là, up, de high. Donc, là, c'est vraiment, si on prend les symptômes, c'est pratiquement point par point, c'est vraiment le contraire de la dépression. Autant dans la dépression, on est triste. Là, on va être soit euphorique ou bien souvent, maintenant, actuellement, avant, c'était... Je pense qu'avant, il y avait beaucoup plus d'euphorie que maintenant. C'est une appréciation personnelle, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ça. Là. Actuellement, c'est beaucoup d'irritabilité. Les gens sont très irritables.
C'est vrai, vous avez raison. Puis, c'est ça, au niveau des sentiments, du vécu, là, c'est comme, il n'y a rien qui l'arrête. Quelqu'un dans une phase comme ça, là, tout est possible, tout est faisable. Ah, mon Dieu, il pourrait déplacer des montagnes. Dans sa tête, là, c'est comme... C'est du très haut ou du très bas. C'est ça. Puis quand c'est très haut, comme vous dites, on peut déplacer des montagnes. Et quand c'est très bas, c'est tellement... on ne bouge à peu près pas. On se sent inutile. On se sent de trop. On n'est plus avec le monde, autrement dit. C'est ça? Oui. Mais, Dr Ferrat, est-ce qu'on peut dire que c'est un diagnostic psychiatrique? Oui, absolument. C'est un diagnostic psychiatrique, oui. C'est une maladie. Une maladie, c'est sûr que c'est... dans cette maladie-là, je pense qu'avant, tu m'as dit qu'il est connu depuis longtemps, mais je pense qu'avant, on diagnostiquait surtout les formes sévères. Mais actuellement, on sait qu'il y a des formes... il y a plusieurs formes de bipolarité, en fait, là. Il y a ce qu'on appelle de type 1, de type 2, et même actuellement, on parle de type 3 et de type 4 même, là, sans compter les cyclothymies, les schizoaffectives. Donc, c'est une maladie vraiment... On est en train de faire beaucoup de recherches puis de s'intéresser beaucoup à ça. Il y a des gens vraiment qui sont... Maniaco-dépressif et bipolarité. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. C'est le terme qu'on employait antérieurement. C'est un nouveau terme. Parce que je pense que c'est mieux de parler de troubles bipolaires. Là, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. Là, c'est que c'est l'humeur qui est aussi entre deux pôles. Un pôle supérieur puis un pôle inférieur. Si on veut. C'est les deux pôles, c'est ça. Avant, c'est parce que je vous disais, c'est qu'avant, on a diagnostiqué, les psychiatres, avant, ils ont diagnostiqué les formes les plus sévères. Et les formes les plus sévères, c'était dans la manie ou même la mélancolie, ce qu'on appelait avant la mélancolie. Ça pouvait aller jusqu'au délire. C'est pour ça qu'on parle de psychose maniaco-dépression. Et c'était ces formes sévères-là qu'on diagnostiquait puis qu'on évaluait. Mais la maladie en elle-même, elle est connue depuis, je pense qu'elle est décrite depuis 2 siècles avant Jésus-Christ. Il y a déjà des écrits de ça. Moi, mais la forme maniaco-dépressive, c'est la forme la plus sévère. Une question, mais comment on devient bipolaire? On ne devient pas bipolaire ou... Je pense que non, on ne le devient pas. On l'est déjà. C'est en nous. C'est en nous déjà, c'est ça. Mais là, c'est très compliqué, puis c'est très intéressant aussi. Parce qu'avant, vous voyez, avant, on parlait de génétique, puis on pensait que tout était dans les gènes. Mais actuellement, on sait que c'est pas tout est dans les gènes. Oui, on a des gènes, mais ces gènes-là, pour s'exprimer, il faut d'autres facteurs. On parle maintenant beaucoup plus de facteurs environnementaux. Donc maintenant, la recherche, vraiment, elle se fait au niveau génétique et biochimique et tout ça, mais en rapport avec l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est vraiment l'hérédité en relation avec l'environnement qui nous entoure. Exactement, parce que... Donc, les parents peuvent être porteurs du gène. Un enfant, les parents peuvent être porteurs du gène sans être malades. Okay. Puis là, c'est très, très intéressant parce que sur le plan évolutif, il y a vraiment beaucoup d'explications que je trouve très, très intéressantes. Là, parce que, juste pour résumer, là, je peux vous dire, là, ce qu'on dit, là, c'est que des parents, par exemple, peuvent être porteurs du gène. Un parent, mettons, il est porteur du gène. Quand on est porteur du gène, on a peut-être une certaine propension à la créativité, à l'art, à toutes ces choses-là. Là. OK. Mais l'enfant, lui, quand on parle de bipolarité, on est loin de ça, on est loin de la créativité. C'est beaucoup de souffrance, c'est vraiment un trouble, c'est une maladie. Ça veut dire qu'un parent peut avoir... Les gènes. Le gène, mais par contre, ne sera pas bipolaire. Lui-même, il ne sera pas bipolaire, c'est ça. Il peut ne pas être bipolaire, mais il va transmettre. C'est pour ça qu'on parle de parents qui sont réservoirs de créativité, si vous voulez. Là. Sur le plan évolutif, probablement, c'est pour ça que c'est resté encore jusqu'à présent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que si c'était un trouble vraiment qui a mis l'humanité en danger, il aurait pu, avec le fil du temps, ça aurait pu disparaître. Or, c'est jusqu'à présent. Donc, il y a quand même une explication sur le plan évolutif. Ça veut dire que la dépression, c'est quand il y a un danger, vous faites bien de rester chez vous, puis de ne pas avoir de contact avec personne, puis d'être immobile. Par contre, il y a d'autres épisodes où, si l'environnement est propice, ben là, il y a beaucoup d'idées. Puis là, tout à l'heure, on parlait de l'épisode maniaque, là, que vraiment, il n'y a rien qui l'arrête. Il peut déplacer des montagnes s'il veut. Là. Donc, vous voyez, c'est comme deux phases c'est ça.
c'est vraiment deux pôles complètement différents. Deux pôles complètement différents, c'est ça. Autant on peut être euphorique, autant on peut être négatif, puis on peut... c'est ça. Puis que... Alors que pour le commun des mortels, on a une humeur plus ou moins stable. C'est comme, mais il y a des gens qui font pas partie de ce lot-là. Puis mais les gènes en eux-mêmes, les gens les portent. D'abord, il n'y a pas un gène. Là. Actuellement, on démontre qu'il y a peut-être probablement 15 ou 16 gènes. Ah oui, tant que ça. Oui. Mon Dieu. Ah oui, la nature, elle est bien faite. Je comprends. La nature, elle est bien faite. Elle n'a pas mis ses œufs dans un même panier. Là. Exactement. Sinon, on serait parti. Ce serait exactement. Comment, Dr Ferrat, on soigne ces troubles-là? Est-ce que c'est difficile à soigner? Puis ce n'est pas une grippe, là. Est-ce que ce n'est pas un rhume, c'est ça. Je disais que c'est une maladie récurrente. Exactement. C'est pour ça mais ça va revenir. Est-ce que ça soigne? Première des choses. Ça se soigne, oui, dans le terme plus général de mot soigner. Ça veut dire prendre soin de quelqu'un, oui. Mais probablement qu'on ne peut pas guérir vraiment ça. Mais ça se soigne. On arrive à contrôler. C'est vraiment, actuellement, on le sait que c'est quand même assez difficile vraiment d'arriver à vraiment un contrôle, quoique c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais on sait qu'il y a des cas qui sont difficiles, par exemple, ça le prendrait plus qu'un stabilisateur de l'humeur. Ça le prendrait 2, ou ça prend 3 des fois, surtout dans des phases aiguës. Mais ça se soigne parce que le lithium, là, c'est quand même, c'est une molécule, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux que ça. Là. Ouais, le problème, c'est quand les gens ne tolèrent pas on dit qu'on tend le moins possible à donner du lithium en raison des contraintes de ce médicament. Oui, probablement pour certaines personnes, on pourrait commencer par autre chose, là. Mais le lithium, il a encore ses lettres de noblesse. C'est vraiment le médicament qui est reconnu. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Pour apaiser, pour contrôler. Parce que non seulement il va avoir un rôle dans la prévention des phases, des rechutes, mais il va traiter aussi bien une agitation maniaque qu'une dépression. Dans les dépressions sévères, on peut l'utiliser comme adjuvant pour potentialiser les médicaments. Okay. On l'ajoute quand on voit que les médicaments, ça ne marche pas, ce qu'on appelle une dépression résistante, on peut ajouter du lithium pour essayer d'avoir un résultat. C'est pour ça que, au niveau des indications, c'est celui qui... Par contre, par exemple, je pourrais vous dire, là, dans ceux qui ont des troubles bipolaires à cycle rapide, le lithium est moins efficace, par exemple. Ah, OK. Est-ce que dans les épisodes, on est en dépression, est-ce qu'on peut aller jusqu'au suicide? Absolument. C'est pour ça que c'est une maladie qu'on dit que quand même qui a quand même un risque, là, elle est mortelle, c'est ça. Elle est mortelle par le risque suicidaire. C'est beaucoup de gens, de suicides se font dans un état dépressif, là, c'est pas... Est-ce que c'est parce qu'on n'est plus capable de vivre avec cette maladie-là? Oui. Et puis on se sent, même si on est contrôlé, mais en ce sens qu'on ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Oui. On est dans la noirceur. On pense peut-être qu'on dérange tout le monde. C'est là qu'on peut en venir au suicide. Dans les phases de dépression profonde, dans les phases profondes, oui. Oui, profondes, là, il n'y a rien qui... on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Là, et la souffrance, surtout. La souffrance est tellement importante là, qu'on a envie d'échapper vraiment. Souffrance morale? Souffrance morale, c'est ça. Morale, ouais. Dans les formes sévères de dépression, là, on parle vraiment de douleur morale. Actuellement, on parle beaucoup moins de ça, là, mais les psychiatres avant, ils parlaient beaucoup de douleur morale, parce que je pense que c'est ça qui conduit à un suicide. Une douleur morale, c'est quoi? Une douleur morale, c'est comme avoir mal, mais un mal en dedans, là, que c'est plus qu'un mal de vivre. Là, vous ce n'est pas physique. J'ai pas mal au pouce, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est une douleur morale. C'est comme un mal de vivre. Tout le monde peut... expérimenter un mal de vivre, des fois ça peut venir comme ça, mais c'est pas une humeur qui va rester longtemps. Oui, exactement. Mais quand on parle de dépression, d'abord par définition, c'est que c'est un trouble qui va
durer plus que 2 semaines. Là. C'est vraiment au niveau des classifications. Ça, il faut que ça dure plus que 2 semaines. Là. Ça veut dire que ce n'est pas un moment de dépression passagère ou ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments comme ça. Mais là, quand on parle de dépression, parce que ça dure. Ça dure longtemps. Et au fond du baril, là, il n'y a plus aucune lumière. Là. Tout est noir. Et la douleur est tellement importante qu'on a envie vraiment d'échapper à cette douleur-là. Et c'est ça, des fois, c'est très difficile. Les gens, ils ne peuvent pas mettre des mots là-dessus. Mais je pense que moi, j'ai vu vraiment des personnes souffrir comme ça. Puis après ça, on a reparlé par la suite, évidemment. Là, c'est vraiment à ce moment-là que le geste, là, ça peut être fatal. Là. Ça veut dire quand on pose le geste qui peut être fatal, c'est parce qu'on... C'est échapper à quelque chose. La plupart du temps, c'est ça. On ne voit pas d'issue. Il n'y a plus d'issue, c'est ça. C'est vraiment le propre du dépressif. Là, il est figé dans le temps. Lui, le temps, c'est comme une éternité pour lui. Et il n'y a pas l'avenir est bouché, il n'y en a plus d'avenir là, pour lui. C'est ses croyances à lui à ce moment-là. C'est pour ça qu'on parle de psychose. Ça peut aller vers vraiment... Puis il y a des dépressions psychotiques qu'on appelle. Les gens sont comme convaincus qu'ils sont coupables de quelque chose, qu'ils ont fait du mal. Vraiment, ce qu'on appelle la culpabilité délirante. Là. Vous êtes psychiatre, vous envoyez de ces personnes-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Une personne qui a atteint le fond du baril, comme on dit, qui ne voit pas d'issue. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que psychiatre pour ne pas que cette personne-là pose le geste fatal? Ça ne doit pas être facile. Non, c'est pas facile. Bon, la première des choses, c'est que si on voit vraiment qu'il y a vraiment un gros risque, là, à ce moment-là, on hospitalise la personne. On la met vraiment en sécurité à l'hôpital parce qu'on sait que c'est là que, même s'il nous dit « oui, je ne le ferai pas, j'ai des enfants », mais si la douleur morale est très importante, à un moment donné, on ne sait pas, ça peut arriver. Donc, la première des choses, c'est vraiment de mettre la personne à l'abri à l'hôpital, ne serait-ce que pour quelques jours, là, le temps de mettre un traitement. Puis, mais c'est ça, c'est vraiment d'essayer. Comme je vous dis, il y a des dépressions plus ou moins sévères. Il y a des dépressions que l'espoir est là, il suffit d'aller le chercher. Donc, les gens vont croire en nous, ils vont croire qu'il va y avoir de l'aide, mais comme je vous dis, il y a des formes sévères que... Il n'y a rien qui va le convaincre. Aucun psychiatre, personne ne peut le convaincre qu'il va y avoir une issue favorable quelque part. Est-il vrai, docteur Ferrat, que les personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires montrent des symptômes psychotiques qui peuvent être confondus avec ceux de la schizophrénie? Oui, ça peut arriver, surtout les premiers épisodes. On le voit souvent, d'ailleurs, chez les jeunes qui vont commencer par un trouble psychotique. Ce qui va prêter à confusion, c'est les hallucinations, des fois. Puis là, actuellement, on sait qu'avec des études plus longitudinales, là, qui vont prendre, mettons, le premier, puis au bout de l'évolution, au bout de 15-20 ans, oui, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont fait comme premier épisode. Puis on le voit surtout dans nos dossiers, là, on voit là, que ça change avec le temps. Là. La personne a été vue il y a 10 ou 15 ans pour un épisode psychotique qui faisait penser à de la schizophrénie. Par prudence, on ne met pas schizophrénie pour quelqu'un qui vient de faire un premier épisode psychotique, parce qu'on se dit c'est peut-être un épisode isolé ou ça peut être une entrée dans la maladie bipolaire aussi. Ah oui? Oui, ça peut être aussi une entrée dans la maladie bipolaire. Ah mon Dieu. Est-ce qu'une personne bipolaire va rester bipolaire jusqu'à la fin de ses jours? Il va rester bipolaire dans le sens qu'il est vulnérable au stress puis à la maladie, mais il peut mener une vie tout à fait normale. C'est ça. Cette personne-là peut fonctionner normalement. Oui. Si c'est dans le sens au niveau fonctionnel, oui, il peut. Il y en a plein d'exemples de gens qui sont bipolaires puis qui ont été même très, très fonctionnels. Expliquez-moi une chose, docteur. Vous avez en nom des gens qui ont eu ce trouble-là puis qu'ils ont bien fonctionné quand même? Mais expliquez-moi une chose, docteur. C'est quelque chose qui est arrivé. C'est un fait véridique. Pourquoi qu'une personne qui fonctionnait très bien, elle était bipolaire,
et puis, tout à coup, sans qu'il y ait le moindre... on n'a jamais rien douté de cette personne-là jusqu'au jour où elle s'est donné la mort, parce qu'elle n'était plus capable de vivre. Là, on parle d'un mal intérieur, vraiment d'un mal intérieur, comme vous avez si bien parlé tantôt. On parle d'un mal intérieur, et cette personne-là avait tout planifié de A à Z. Son suicide, puis ça a été selon cette personne-là, parce que cette personne-là a écrit une lettre, etc. C'est un suicide réussi, mais personne ne s'est douté d'absolument rien. Comment vous pouvez imaginer ça? Que cette personne-là pose le geste fatal sans que vraiment personne ne s'en soit douté. Donc, on le sait a posteriori que c'était un état dépressif, que c'était une dépression qui l'a conduite au suicide. C'est ça? Dans le cas de cette personne-là? Oui. OK. Donc, probablement, la maladie n'était pas connue avant, c'est ce que vous me dites aussi? C'est ça, donc c'est vraiment le premier épisode, c'est ça? Non, parce que cette personne-là était suivie. Était déjà connue pour la maladie. Une médication, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'elle était suivie, une médication était prise, et puis cette personne-là a posé le geste, mais personne ne s'en est douté qu'elle ferait ça, autrement dit. Cette personne a pris tout le monde par surprise. Okay. Mais donc, sa décision a été prise, là. Oui, parce que... souvent, quand la décision est prise... Une lettre a été écrite. Oui. Alors, comme... On en revient comment à ça? Mais je pense que c'est une personne probablement qui... souvent, ça arrive, surtout chez les hommes, là, qu'ils ne parlent pas de ça. Pour eux, c'est une honte. Vous savez, il y a des études qui montrent que ça prend une dizaine d'années, même plus des fois, pour accepter un trouble bipolaire. Quand on va le diagnostiquer, c'est un jeune de... mettons 20, 25 ans, là, ça prendrait comme une dizaine d'années avant qu'il accepte. Les premiers épisodes, ils ne veulent pas accepter, puis on peut comprendre ça, là, que c'est difficile à accepter. Puis ça prend même 3 ou 4 médecins avant de poser le diagnostic. Donc, on peut effectivement, là, pour les cas qui ne sont pas diagnostiqués, on peut être malade. Puis, ça veut dire qu'une personne peut ne jamais accepter d'être bipolaire, autrement dit. Oui. C'est beaucoup de travail là, pour vraiment faire accepter. Puis, moi, je pense qu'une fois qu'on a accepté, c'est là qu'on est bien. Parce que, comme je vous dis, il y a des gens qui sont bipolaires qui fonctionnent très bien. Oui, j'en connais aussi, justement. J'en connais qui sont bipolaires, bien stables, qui fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de poètes, il y a beaucoup même des présidents qui oui, étaient bipolaires. On a eu des présidents américains, je pense, mémoire et fidèle, qui étaient bipolaires. Et... Napoléon était bipolaire. Voilà. Et s'il y en a un qui a été le grand Napoléon, c'est ça. On ne peut pas comparer. On peut pas. C'est vraiment c'est le plus bel exemple que l'on peut donner. Docteur Ferrat, si on parlait des signes et des symptômes, quels sont les signes, quels sont les symptômes de ça? Donc, il y a des symptômes que probablement que les gens peuvent cacher, c'est au niveau du senti, au niveau de la dépression. Parce qu'au niveau de la manie, je pense qu'on va voir, c'est pas vraiment beaucoup le comportement, on va le voir. Là, un maniaque, il est devant nous, on va s'en apercevoir. Oui. Mais au niveau de la dépression, effectivement, il y a des formes, ce qu'on appelle des dépressions souriantes. Là, c'est comme les Japonais, par exemple, quand ils font des dépressions, c'est des dépressions souriantes. Puis jusqu'au jour où il est décédé. Là. Il n'en parle pas. Mais la plupart du monde, quand même, oui, on en parle. C'est qu'on le voit. Là, à la limite, là, c'est comme quelqu'un qui va arrêter de travailler, et qui ne fait plus rien, qui va s'enfermer à la maison dans le noir. Est-ce que les troubles bipolaires touchent autant les hommes que les femmes? Oui. Peut-être un tout petit peu les femmes. Je n'ai pas vraiment de statistiques, mais on dit que c'est autant les hommes que les femmes. Est-ce qu'on peut mettre un âge moyen à oui, ça? Habituellement, c'est entre 25 et 40 ans. Et plus que la maladie va débuter jeune, et plus qu'il y a de fortes chances que ce soit vraiment une maladie sévère. Un début précoce. Okay. Oui. Plus on est jeune? Plus que c'est jeune, plus que la maladie va débuter jeune, plus que c'est sévère, l'atteinte est sévère. Là. Est-ce qu'on peut développer cette maladie-là dans la quarantaine, dans la cinquantaine?
C'est plus rare, mais ça peut... C'est plus rare. C'est plus rare. La plupart du temps, c'est vraiment entre... mais ça peut arriver, oui. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ouais. Moi, si je vous demandais la différence entre épisode maniaque et hypomaniaque, c'est quoi la différence? C'est vraiment dans entre les deux? l'intensité des symptômes. OK. L'hypomanie, c'est une manie, mais vraiment, comment dirais-je, très... les symptômes sont moins importants, on va dire, en intensité. OK. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la manie franche, là, on va dire que la personne est vraiment hyperactive. À la limite, là, c'est vraiment une hyperactivité qui est très, très manifeste et surtout qui est fertile, parce que, stérile, c'est parce qu'il bouge, mais il ne fait rien du tout. Tellement il est distrait, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de distraction. Okay. Il est là, mais il bouge beaucoup, mais il n'en fait rien du tout. C'est de l'agitation. C'est de l'agitation. Dans l'hypomanie, c'est bizarre parce que il y a des gens qui vont vraiment aimer ces épisodes d'hypomanie. Ah oui? Parce que tout simplement, ils vont devenir plus hyperactifs. Donc, ils vont avoir besoin de moins de sommeil. Ils vont dormir 4-5 heures, puis ils sont en forme. Ils vont faire plein de choses là, qu'ils ne faisaient pas avant. Fait que c'est pour ça, des fois, comme on a du mal à les diagnostiquer, d'abord, ces épisodes-là. Ah oui, parce que les gens, ils ne vont pas en parler spontanément. Pour eux, ils sont bien, là. C'est pas vraiment problématique. C'est problématique dans le sens qu'on sait que ces épisodes-là, en général, ça va annoncer une dépression qui va arriver après. Là. Docteur Ferron. C'est le bipolaire 2. C'est okay. Ça, le trouble de bipolaire type 2. C'est ça, c'est le trouble bipolaire de type 2. C'est ça. Okay. C'est des épisodes d'hypomanie. Donc, dans le temps aussi, c'est limité. Ça va durer peut-être une semaine, 10 jours, pas plus que ça, une semaine. 3-4 jours, 5 jours. Moi, là, si je vous demandais la différence qui existe entre une dépression unipolaire et bipolaire, et est-ce qu'on peut les regrouper? Oui, ça, c'est vraiment une question très importante que je pense qu'il y a des chercheurs qui tentent de répondre à ça. Puis il y a des gens qui pensent que oui, c'est vraiment le spectre de la bipolarité. Probablement, c'est des gens qui sont peut-être bipolaires, mais justement, qu'on n'a pas peut-être diagnostiqué les épisodes d'hypomanie, justement. Parce qu'il y a deux façons de penser. Il y a des gens avant ça, mais je pense que maintenant, il y a quand même un consensus là, que ça fait partie vraiment de la bipolarité. Les unipolaires, c'est des dépressions profondes qui sont récurrentes, qui vont revenir. Ça revient. Ça revient. Dans des périodes plus ou moins longues? Oui, c'est comme... Est-ce qu'on peut dire que c'est le mal du siècle? Le mal du siècle, je ne sais pas vraiment. Parce qu'il me semble qu'on en entend parler beaucoup plus. On entend, ou c'était plus caché avant et on en entend plus parler aujourd'hui? Probablement, oui. C'était avant, c'était sous-diagnostiqué. On avait honte de le dire, oui. C'était sous-diagnostiqué, oui. Peut-être aussi, oui. Ou on avait honte de le dire? Oui. Maintenant, c'est sûr qu'avec l'information que les gens ont, puis même les médecins, ils sont plus à l'aguet là, pour les symptômes. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup... peut-être pas pour une grosse partie, là, mais il y a des médicaments pour soigner ça. Donc, il y a les compagnies pharmaceutiques qui font beaucoup d'informations. Les gens, ils savent que... Mais avant, oui, on pouvait, comme on disait tout à l'heure, un épisode au début qui va être un épisode psychotique, on va avoir plus tendance à penser schizophrénie ou psychose que trouble bipolaire. Docteur Ferron, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis, je vous remercie de vous être déplacé à nos studios et d'avoir pris quelques temps. Ça m'a fait vraiment plaisir. Là, on peut faire un peu d'informations. On en a fait, bon. Puis j'espère qu'on va en faire d'autres. Et je vous remercie beaucoup, madame. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.